madame, que je prendrais pour la vérité si elle n'était si ajuste. Si ce jeune enfant n'avait pas l'air un peu trop hardi, je le croirais l'amour. Elle le regarde. Vous l'examinez? Je soupçonne à peu près ce que ce peut être, mais soyons-en sûrs. Madame, à ce que je vois, nous avons une curiosité mutuelle de savoir qui nous sommes. Ne faisons point de façon de nous le dire. J'y consens, et je commence. Ne seriez-vous pas le petit libertin d'amour qui, depuis si longtemps, tient ici-bas la place de l'amour tendre? En un mot, n'êtes-vous pas l'amour à la mode? Non, non, madame, je ne suis ni libertin, ni par conséquent à la mode. Et cependant, je suis l'amour. Vous, l'amour? Le voilà. Et vous, madame, ne tiendriez-vous pas lieu de la vérité parmi les hommes? N'êtes-vous pas l'erreur ou la flatterie? Ah non, 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 charmant amour. Je suis la vérité même. Je ne suis que cela. Eh bien, nous voilà deux divinités de grand crédit. Oh, je vous demande pardon de vous avoir scandalisé, vous dont l'honneur est de ne le pas être. Ce reproche me fait rougir. Mais je vous rendrai raison de l'équipage où vous me voyez, quand vous m'aurez rendu raison de l'air libertin et cavalier répandu sur vos habits et votre physionomie même. Qu'est devenu cet air de vivacité tendre et modeste? Que sont devenus ces yeux qui apprivoisaient la vertu même et ne demandaient que le cœur? Si ces yeux-là n'attendrissent point, ils débouchent. Tels que vous les voyez cependant, ils ont déplu par leur sagesse. On leur en trouvait tant qu'ils étaient ridicules. Et dans quel pays cela vous est-il arrivé? Dans le pays du monde entier. Vous ne vous ressouvenez peut-être pas de l'origine de ce petit effronté d'amour pour qui vous m'avez pris? Hélas, c'est moi qui suis cause qu'il est né. Comment cela? J'eus querelle un jour avec l'avarice et la débauche. Vous savez combien j'ai d'aversion pour ces deux divinités. Je leur donnais tant de marques de mépris qu'elles résolurent de s'en venger. Les méchantes. Et que firent-elles? La débauche s'en alla chez Plutus, le dieu des richesses. Le mit de bonne humeur, fit tomber la conversation sur Vénus, lui vanta toutes ses beautés, sa blancheur, son embonpoint, etc. Plutus, à ce récit, prit un goût de conclusion. L'appétit vint au gourmand. Il n'aima pas Vénus, il la désira. Le malhonnête. Mais comme il craignait d'être rebuté, la débauche l'enhardit, en lui promettant son secours et celui de l'avarice auprès de Vénus. Vous êtes riche, lui dit-elle. Ouvrez vos trésors à Vénus, tandis que mon ami l'avarice appuiera vos offres auprès d'elle et lui conseillera d'en profiter. Je vous aiderai de mon côté, moi. Je commence à me remettre votre aventure. Oh, vous n'avez pas un grand génie, il a débauché à Plutus. Mais vous êtes un gros garçon, assez ragoûtant. Je ferai faire à Vénus une attention là-dessus qui, peut-être, lui tiendra lieu de tendresse. Vous serez magnifique, elle est femme. L'avarice et moi, nous vous servirons bien. Et il y a des moments où il n'est pas besoin d'être aimé pour être heureux. La plupart des amants doivent à ces moments-là toute leur fortune. Après ce discours, Plutus impatient courut tenter l'aventure. Or, argent, bijoux, présents de toutes sortes, soutenus de quelques brebis, furent auprès de Vénus les truchements de sa belle pitié. Que vous dirai-je enfin, ma chère? Un moment de fragilité me donna pour frère ce vilain enfant qui m'usurpe aujourd'hui mon empire. Ce petit dieu plus laid qu'un diable, et que messieurs les hommes appellent amour. Et est-ce en lui ressemblant que vous avez voulu vous venger de lui? Laissez-moi achever. Le petit fripon ne fut pas plus étonné qu'il demande son apanage. Cet apanage était le droit d'agir sur les cœurs. Je ne daignais pas me reposer à sa demande. Je lui voyais des airs si grossiers, je lui remarquais un caractère si brutal, que je n'imaginais pas qu'il pût me nuire.
Le comté qui ferait peur en se présentant et que ce monstre serait obligé de rabattre sur les animaux. Et en effet, il n'était bon que pour eux. Le premier coup d'essai ne furent pas heureux. Ni l'insulte, bien loin de plaire. Mais ma foi, le cœur de l'homme ne vaut pas grand-chose. Ce maudit amour fut insensiblement souffert. Bientôt, on le trouva plus badin que moi, moins gênant, moins formaliste, plus expéditif. Les goûts se partagèrent entre nous deux. Il m'enleva de mes créatures. Oh. Et que devîntes-vous alors? Oh, quelques bonnes gens crièrent contre la corruption. Mais ces bonnes gens n'étaient que des invalides, de vieux personnages qui, disait-on, avaient leur raison pour haïr la réforme. Gens à qui la lenteur de mes démarches convenait et qui prêchaient le respect, faute en le perdant de pouvoir réparer l'injure. Ah, il pouvait bien en être quelque chose. Enfin quoi, madame, ces tendres et tremblants aveux de passion, ces dépits délicats, ces transports d'amour d'après les plus innocentes faveurs, d'après 1000 petits riens précieux, tout ceci disparut. L'un ouvrit sa bourse, l'autre gesticulait insolemment devant une femme, et cela s'appelait une déclaration. Oh, l'horreur! À mon égard, j'ennuyais, je glaçais. On me regardait comme un innocent qui manquait d'expérience. Et je ne fus bientôt plus célébré que par les poètes et les romanciers. Et cela vous rebuta? Oui. Je me retirai, ne laissant de moi que mon nom, dont on abusait. Or, il y a quelque temps de cela que, rêvant à ma triste aventure, il me vint dans l'esprit d'essayer si je pourrais me rétablir, en mitigeant mon air tendre et modeste. Peut-être, disais-je en moi-même, qu'à la faveur d'un air plus libre, plus hardi, plus conforme au goût où sont actuellement les hommes, peut-être pourrais-je me glisser dans ces cœurs. Ils ne me trouveront pas si singulier. Et je détruirai mon ennemi par ses propres armes. Ce dessin pris, je partis, et je parus dans la mascarade où vous me voyez. Et je gâche que vous n'y gagnâtes rien. En effet, je me trouvais, tout grenadier que je pensais être, je me trouvais bien loin de mon compte. Dès que je m'en montrais, on me prit pour l'amour le plus gothique qui n'ait jamais paru. Je fus sifflé dans les ongles comme une mauvaise comédie. Et me voilà de retour de cette expédition. Voilà mon histoire. Hélas, je n'ai pas été plus heureuse que vous. On m'a chassée du monde. Et qui? Les chimistes, les devins, les faiseurs d'almanach, les philosophes? Oh non, 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 ces gens-là ne m'ont jamais nui. On sait bien qu'ils mentent et qu'ils sont soumis à l'erreur. Je ne leur en veux aucun mal, car je ne suis point faite pour eux. Vous avez raison. Mais que voulez-vous que les hommes fassent de moi? Le mensonge et la flatterie sont en si grand crédit parmi eux qu'on est perdu dès qu'on se pique de m'honorer. Je ne suis bonne qu'à ruiner ceux qui me sont fidèles. Par exemple, la flatterie rajeunit les vieux et les vieilles. Moi, je leur donne l'âge qu'ils ont. Cette femme, dont les cheveux blanchissent à son insu, singe maladroit de l'étourderie folâtre des jeunes femmes, qui provoque les médisances par des galanteries qu'elle ne peut faire aboutir, qui se lève avec un visage de 50 ans, et qui voudrait que ce visage n'en eût que 30. Quand elle est ajustée, ira-t-on lui dire « Madame, vous trompez dans votre calcul, votre somme est de 20 ans plus forte. » Non, sans doute, ses amis souscrivent à la soustraction. Telle a la physionomie d'une guenon, qui se croit du moins jolie. Irez-vous mériter sa haine en lui confiant à quoi elle ressemble, pendant que pour être honnête homme auprès d'elle, il suffit de lui dire qu'elle est piquante? Cet homme s'imagine être un esprit supérieur. Il se croit indispensablement obligé d'avoir raison de tout. Il décide, il redresse les autres. Cependant, ce n'est qu'un brouillon, à l'imagination déréglée.
Ses amis feignent de l'admirer. Pourquoi? Mais en attendant, ils doivent leur fortune. Il faut bien prendre patience. Aussi, je n'ai plus que faire au monde. Cependant, comme la flatterie est ma plus redoutable ennemie, et qu'en triomphant d'elle, je pourrais insensiblement rentrer dans tous mes honneurs, j'ai voulu m'humaniser. Je me suis déguisée comme vous voyez. Et j'ai perdu mon étalage. L'amour-propre des hommes est devenu d'une complexion si délicate qu'il n'y a pas moyen de traiter avec lui. Il m'a fallu m'en revenir encore. Et pour vous, mon bel enfant, il me semble que vous aviez un asile et un mariage. Le mariage? Ne savez-vous pas que le devoir des gens mariés est de s'aimer? Mais c'est justement à cause de cela que vous triompherez plus aisément d'eux. Mais les gens obligés de s'aimer ne me conviennent point. La belle occupation pour un espiègle comme moi que de faire les volontés d'un contrat. Mais achevons de nous conter tout. Que venez-vous faire ici? J'y viens exécuter un projet de vengeance. Vous voyez ce puits? Voilà le lieu de ma retraite. Je vais m'enfermer dedans. Le proverbe sera donc vrai qui dit que la vérité est au fond du puits. Mais comment comptez-vous vous venger là? Le voilà. L'eau de ce puits va par moi recevoir une telle vertu que quiconque en boira sera obligé de dire tout ce qu'il pense et de dévoiler son cœur en toute occasion. Nous sommes près de Rome. On vient souvent se promener ici. On y chasse. Le chasseur se désaltère et à succession de temps, je garnirai cette grande ville de gens naïfs qui troubleront par leur franchise l'indigne commerce de tromperie et de complaisance que la flatterie y a établi plus qu'ailleurs. Nous allons donc être voisins. Pendant que votre rancune s'exercera dans ce puits, la mienne agira dans cet arbre. Les fruits en sont beaux et bons. Ils nous serviront à une petite malice qui sera tout à fait plaisante. Celui qui en mangera tombera subitement amoureux du premier objet qu'il apercevra. Que dites-vous de ce guet-apens? Il est un peu fou. Oh, il est digne de vous. Mais adieu, je vais dans mon arbre. Et moi, dans mon